Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission quotidienne, le forum du studio Kalangu. Le thème d'aujourd'hui porte sur la recrudescence du trafic de drogue, les causes et les mesures préventives. Comment se fait ce trafic de drogue au Niger? Comment faire face à ce trafic de drogue? Quelles sont les mesures préventives, les défis et les perspectives? Pour répondre à ces questions, j'ai le plaisir de recevoir dans ce studio Adili Toro, responsable communication et formation de l'Office central de répression du trafic illicite de stupéfiants Okritis. Kofi Dov, président de l'Association nigérienne de lutte contre la drogue, et Alou Aye, sociologue. Merci donc à nos invités d'avoir répondu à notre invitation. Je suis Fatih Zakari à la présentation. Le trafic de drogue fait partie des crimes organisés qui sévissent dans les pays du Sahel dont le Niger. Ce phénomène prend de plus en plus d'ampleur à travers le pays. Les saisies de drogue sont devenues monnaie courante aussi bien à Niamey, la capitale, qu'à l'intérieur du pays et fait régulièrement depuis quelque temps la une des médias. C'est donc pour comprendre ce fléau qui gangrène la société et le pays tout entier que nous réalisons ce forum en vue de comprendre cette question de recrudescence du trafic de drogue et comment donc venir à bout du phénomène. Je commence par Adili Toro, responsable communication et formation de l'Office central de répression du trafic illicite de stupéfiants Okritis. Monsieur Adili, veuillez donc nous présenter votre structure. Voilà, bonjour madame, et merci de m'avoir donné la parole. Notre service, l'Okritis, l'Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants. Notre mission première aujourd'hui, c'est la lutte contre la drogue et les médicaments contrefaits. Nous sommes présents dans les 8 régions du Niger. Nous avons des antennes à Agadez, Maradi, Tawa, Zender, Niamey, Difa, Tillabéri et Dosso. Nous avons aussi des antennes départementales au niveau du département d'Arlit, Balayara, Dirkou, Douchi, Mainesseroua et Matamé. Nous avons aussi des antennes frontalières au niveau de Dan-Issa, Gaya, Makalondi, Patelkoli, Sabombirni, Tinkim et Yassan. Nous avons aussi une cellule aéroportière qui est basée au niveau de l'aéroport international Djori Hamani de Niamey. Nous avons des détachements dans plusieurs autres institutions et services ou entités administratives pour les opérations de contrôle et fouille. Nous sommes aussi présents au niveau de presque tous les gares, à Niamey comme à l'intérieur du pays. Merci Adili Toro. Kofi Dov, vous êtes le président de l'Association nigérienne de lutte contre la drogue. Quelle est donc la mission de cette association? Merci madame pour nous avoir invités à prendre part à ce forum. Au nom de l'Association nigérienne de lutte contre la drogue, recevez nos lettres de remerciement. Alors la mission première de l'Association nigérienne de lutte contre la drogue, c'est d'abord prévenir contre l'usage de la drogue, mener des sensibilisations, poser le véritable débat autour de l'usage de la drogue. Pendant longtemps, nos États se sont inscrits dans la politique prohibitionniste. Du coup, tout ce qui a trait à la drogue, tout ce qui a trait à l'usage de drogue, la solution qui est apportée, c'est l'emprisonnement. La solution qui est apportée, c'est la privation de liberté. Nous, au niveau de l'Association nigérienne de lutte contre la drogue et l'immigration illicite, nous nous sommes dit que la prison n'est pas forcément la place d'un usager de drogue. Que l'usager de drogue a plus besoin d'aide, a plus besoin de soins, a plus besoin d'accompagnement, que ce soit d'accompagnement social, d'accompagnement médical, d'accompagnement psychologique. En tout cas, il a plus besoin de l'aide de la société que la société ne le mette à l'écart. Et ça, c'est les conséquences des politiques qu'on appelait les politiques de la guerre à la drogue. Les États se sont dit qu'un monde sans drogue est possible. À l'évidence, aujourd'hui, on se rend compte qu'un monde
sans drogue est pratiquement impossible. Merci Kofido. Je reviens vers Adélie Toro. Adélie Toro, vous êtes responsable de la communication et formation de l'OCRITIS. Quels sont les différents types de drogues que l'on rencontre souvent sur le territoire nigérien? Au Niger, nous avons plusieurs types de drogues qu'on rencontre. Vous avez dans un premier temps le cannabis, qu'on appelle souvent hashish. Nous avons la cocaïne, l'héroïne, les amphétamines ou drogues de synthèse qu'on appelle les tramadol ou les diazépam. C'est ce qu'on appelle dongo ou kirei, c'est des appellations comme ça. Il y a aussi le crack, une drogue qui aujourd'hui est consommée par un nombre important de notre jeunesse. Et est-ce qu'on peut avoir une statistique Les statistiques, ça ne manque pas par rapport aux interpellations. Je vous donne des exemples. Par exemple, en 2017, sur 2761 personnes interpellées, 75% sont des jeunes dont l'âge varie entre moins de 18 et 39 ans. Et 3,7% de ces jeunes sont des mineurs de moins de 18 ans. Quand on prend les statistiques de l'année 2018. Sur 3064 personnes interpellées, 74% sont des jeunes dont l'âge varie entre moins de 18 à 39 ans. Avec 2,81% sont des mineurs de moins de 18 ans. En 2019, nous avons interpellé 1687 personnes qui sont toujours dans cette fourchette d'âge de moins de 18 à 39 ans. Ce qui démontre aujourd'hui que notre jeunesse est beaucoup plus impliquée dans la consommation de la drogue. Oui, Adélie, d'où proviennent ces drogues aussi en grande quantité au Niger? Les drogues viennent de partout. Le Niger, aujourd'hui, a une superficie de 1 267 000 km². Nos frontières sont souvent poreuses. Les drogues viennent de l'extérieur pour souvent transiter ici au Niger. Et souvent, il faut se dire qu'il y a des types de drogues qui sont consommés sur le territoire national. Lesquels, par exemple? Par exemple, ici au Niger, on consomme beaucoup plus le cannabis. On retrouve la cocaïne, mais aussi les amphétamines comme le tramadol, les diazépam, mais aussi le crack. Parce que si vous vous rappelez très bien, il n'y a pas très longtemps, nous avons démantelé des laboratoires de fabrication de crack sur place, ici même à Niamey. Comment se fait donc ce trafic de drogue? Est-ce que c'est par voie terrestre, fluviale ou aérienne? Le trafic de drogue s'est fait par voie terrestre et ces derniers temps par voie fluviale. Parce qu'avec la fermeture des frontières, nous avons constaté qu'une grande quantité de drogue transite par les eaux. Plus précisément, quand vous prenez la région de Dosso, ces derniers temps, est devenue une plaque tournante. Puisque si vous prenez aujourd'hui les différentes régions du Niger, les régions les plus concernées par ces trafics de drogue, c'est la région d'Agadez, la région de Tawa, Niamey pour le transit, mais ces derniers temps, nous avons enregistré une quantité importante de drogue qui rentre dans la région de Dosso. Merci Adélie. Alou Aye, vous êtes sociologue. Pourquoi le trafic de drogue gagne de plus en plus du terrain au Niger? Peut-être avant de répondre à votre question, il serait important de rappeler un peu le type de Nigérien qu'on était peut-être avant l'avènement aujourd'hui de cette situation un peu qui est en train de donner une autre image des Nigériens. Moi, je pense que il y a quelques années de cela, les Nigériens, rarement vous allez trouver les Nigériens dans des situations pareilles. Les Nigériens, c'est un type modèle qui a une personnalité de base et qui est respectueuse d'un certain nombre de principes de déontologie et qui, difficilement, vous allez le retrouver dans des trafics. Je me rappelle bien, il y a quelques années de cela, les pays de la sous-région viennent au Niger pour se procurer
des extraits d'actes de naissance des Nigériens ou des passeports afin de pouvoir voyager paisiblement. Ça, c'est le type de Nigériens qu'on connaît sur le plan international et de la sous-région. Les Nigériens sont connus véritablement pour être des bosseurs, des gens qui ne s'introduisent pas dans des mafias, dans des situations, en tout cas, assez déshonorables. Malheureusement, je dis bien, l'ampleur qu'aujourd'hui le trafic est en train de prendre sur le territoire nigérien est en train d'écorcher un peu l'image de ce type nigérien. Parce que pour la plupart des saisies, on constate que c'est des Nigériens. Même hier, j'ai suivi à la télé, c'est des Nigériens. Alors que dans le temps, même s'il y a eu des saisies, vous allez entendre des étrangers. Mais aujourd'hui, c'est même des Nigériens qui sont en train de se transformer pour devenir des véritables gangsters, pour devenir des véritables trafiquants. Il y a quelque part, je dis bien, nécessité de s'interroger pour savoir, au fond, qu'est-ce qui explique cette situation. Qu'est-ce qui a fait ce changement-là que nous sommes en train de constater de l'homme nigérien qui était quand même quelqu'un de très respectueux, de principe, à ce Nigérien qui s'est donné aujourd'hui à cette facilité ou à ce trafic-là. Je pense que là, on revient à votre question. La recherche du gain facile constitue un des éléments premiers qui peut expliquer l'intérêt que les Nigériens sont en train de se donner à la chose. Mais également l'impunité. Nous sommes en train de construire malheureusement une société où l'impunité est en train de prendre du pas. On a du mal à sanctionner. Et on a une certaine situation de complaisance. Et ça se remarque même dans la famille. Parce que c'est nos répercussions au niveau familial qu'on retrouve sur le plan national. Même dans la famille, les parents sont difficilement sévères ou stricts, j'allais dire, vis-à-vis de leurs enfants. On est trop complaisant et cette complaisance fait en sorte qu'on n'a pas de principe sacro-saint sur lequel on doit s'en tenir. Parce que lorsqu'on comprendra ou on fera comprendre à l'enfant que ça là c'est une ligne rouge, on ne doit pas traverser, avec toute la rigueur, il va s'en tenir. Mais lorsqu'il constate qu'il n'y a pas de ligne rouge en soi, eh bien, il est à mesure facilement de transgresser toutes les règles. Et malheureusement, c'est ça qu'on retrouve sur le plan national, sur le plan étatique. On a du mal à sanctionner, quelles que soient les fautes que les gens feront, il y aura toujours un compromis pour dire, bon, il faut s'entendre. Même si la police arrête, quelques mois après, peut-être à la justice, on va négocier et on va libérer. Donc, c'est des situations qui feront en sorte que nous allons vouloir prospérer dans ce genre de pratiques. Et comme je le disais, autre aspect, c'est le gain facile. Le trafic, là, procure énormément de l'argent. Adili est là pour témoigner. Et les gens sont en train de circuler. Vous allez voir quelqu'un qui va sortir à moins de 2 ans, du néant entre griffes, et qui va se retrouver un millionnaire, un milliardaire. On ne sait pas la source de son revenu. Donc, c'est des interrogations comme ça. Ces gens qui se baladent en brandissant avec opulence ce qu'ils ont, mais ils vont entraîner les jeunes à faire la même chose qu'eux. Donc, ils peuvent facilement créer un véritable réseau et qui malheureusement est en train d'entraîner la jeunesse. Et l'une des conséquences, et j'étais véritablement assez, dérangé d'apprendre que la majorité de ces jeunes qui sont pris sont des jeunes adolescents. La majorité de ceux qui sont en train de consommer, c'est des jeunes. Mais avec une telle situation, imaginez-vous que dans 10 ans, dans 5 ans, qui sera l'avenir de ce pays? Parce que cette jeunesse, c'est à elle qu'on doit léguer ce pays. Mais si nous sommes déjà avec des jeunes qui sont forts et spécialisés dans le trafic ou bien dans la consommation de la drogue, dites-vous que l'avenir de ce pays-là est suffisamment menacé. Merci Alou. Kofi Dov, président de l'association nigérienne de lutte contre la drogue, quel autre facteur aggrave donc ce phénomène au Niger? Alors, l'aggravation, le sociologue a commencé à écorcher un peu. On est dans un monde aujourd'hui ouvert. Ce qui se passe à Washington à travers les réseaux sociaux, vous pouvez l'avoir au Niger. Alors, le monde est devenu aujourd'hui un village planétaire. C'est vrai,
je partage beaucoup de ces réflexions. Ce qui se passe ailleurs a de répercussions ici. Et nos pays, pendant longtemps, on a considéré nos pays comme étant une zone de transit. Et nos dirigeants n'ont pas pris conscience qu'en dehors d'être une zone de transit, nos pays au sud du Sahara sont devenus des zones véritablement de consommation. Et ça, il y a un rapport de la Commission africaine sur les drogues qui est intitulé « Afrique de l'Ouest, pas seulement une zone de transit ». Le sud du Sahara, considéré comme une zone de transit, quand la drogue transite, il y a une partie qui reste pour la consommation. Et cette partie qui reste pour la consommation, elle est consommée en majorité par les jeunes. On n'en parle pas beaucoup dans nos États parce que c'est un tabou. Personne ne veut dire que son proche ou lui-même consomme de la drogue. Parce que socialement, c'est un acte répressif. Socialement, c'est considéré comme étant de la déviance. Il y a le sociologue qui est là. C'est considéré comme étant de la déviance. Et personne ne voudrait s'arroger ou ne voudrait dire que son proche est dans une situation de déviance. Bien que, en termes juridiques, c'est aussi une infraction. Et cette déviance-là, comme on l'a cachée pendant longtemps, a pris de l'ampleur. Ça s'est développé. Et aujourd'hui, on est, pour parler comme les médecins, c'est arrivé à la phase terminale, à la phase, la preuve. Même à Niamey, on découvre des laboratoires clandestins de fabrication du crack. Le crack qui est de la cocaïne et qui est une drogue hautement additive. On dit l'essayer, c'est de l'adopter. Vous voyez? Et donc aujourd'hui, il va falloir qu'on pose véritablement le vrai débat autour de ces questions de consommation de drogue. Qu'est-ce qu'on en fait véritablement de ces usagers? Vous prenez un usager de drogue que vous envoyez en prison. Nous savions que nos prisons ne sont pas exemptes des drogues. Le policier est là. Il va vous dire que même en prison, on fait des procédures aux prisonniers pour détention de drogue. Vous condamnez quelqu'un pour usage de drogue, vous l'envoyez en prison, il retrouve cette même drogue en prison. Est-ce qu'on aurait résolu son problème? C'est une question que je pose à tout le monde. Quelqu'un qu'on a condamné pour usage de drogue, on l'envoie dans une maison carcérale. Il retrouve encore de la drogue dans cette maison carcérale. Or, nous savions que la peine a des règles, a des fonctions, notamment la fonction d'expiation. On vous envoie en prison pour pouvoir expier, regretter ce que vous aviez fait et pouvoir vous resocialiser. Or, dans le cadre de l'usage de drogue, on vous condamne pour aller vous repentir, et dans ce lieu de repentance, vous trouvez encore le produit pour lequel on vous a consommé et vous en prenez encore. À la fin, si vous sortez avec un certificat complet. Peut-être qu'on vous a condamné pour usage de drogue, vous rentrez en prison, vous allez côtoyer les voleurs, vous allez côtoyer des grands bandits, et à la fin, en dehors de l'usage de drogue, vous ressortez avec un certificat d'un voleur, d'un criminel, et on fait de vous le délinquant parfait. Voilà, merci. Nous abordons à présent la deuxième partie du forum consacré à l'impact du trafic de drogue sur le développement du pays. Nous abordons à présent la deuxième partie du forum consacré à l'impact du trafic de drogue sur le développement du pays. Le trafic de drogue, l'un des secteurs les plus profitables de l'économie illicite, n'est pas sans conséquences au plan social et économique. Selon l'Office central de répression du trafic illicite de stupéfiants OCRITIS, les jeunes forment une part importante des dealers, parmi donc les consommateurs interpellés. Dans un pays où la jeunesse constitue 60 à 70% de la population, le développement d'un pays repose d'abord sur sa jeunesse, a-t-on coutume de le dire. Le trafic de drogue aujourd'hui, M. Adili Toro, est aussi constaté en milieu scolaire. Quelles conséquences sur le système éducatif? La consommation de la drogue en milieu scolaire est une réalité
puisque si je me rappelle bien, nous avons eu à mener plusieurs opérations au niveau des établissements et nous avons constaté qu'il y a des dealers, mais aussi il y a les consommateurs. On prend un exemple aujourd'hui par rapport à ces jeunes scolaires. Quelqu'un aujourd'hui pense que si je ne révise pas mes cours, c'est un exemple parmi tant d'autres, et que si je prends ma dose avant de venir à l'école, je serai en mesure de bien traiter, par exemple, le devoir qui m'a été confié, ou bien non, devant des élèves, quand je passerai au tableau, je serai en mesure de répondre aux questions. La consommation de cette drogue, elle gagne du terrain du jour au lendemain. Et les interpellations, nous en faisons chaque jour que Dieu fait. Le problème aujourd'hui lié à cette consommation de drogue par la jeunesse nigérienne ne concerne pas seulement l'Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants, ça concerne aussi les parents d'élèves qui souvent font fi de l'existence de ce problème. Aujourd'hui, vous avez des parents qui ne sont même pas au courant si les élèves assistent aux cours à l'école. Un père, tu viens, tu déposes ton enfant à l'école. Tu tournes le dos, tu t'en vas, c'est pour revenir le récupérer à 16h. Pendant les 9 mois, vous n'avez jamais demandé à l'enseignant si réellement cet enfant il est assidu à l'école. Est-ce qu'il rentre en classe? Le parent vient, il dépose l'enfant devant la porte de l'école. Quand toi, au lieu de rentrer dans la cour de l'école, non, il dévie, il se retrouve avec les dealers, il passe tout son temps en train de fumer, ou bien il se retrouve à 3, 4, 5 filles. Ils font ce qu'on appelle le chilling. C'est quoi le chilling pour eux? Ils se retrouvent maintenant dans une maison. Le père, tu viens, tu déposes ton enfant à l'école. Tu continues ton chemin, tu vas au bureau. Les enfants, maintenant, ils se retrouvent. Ils font un groupe. Maintenant, ils se transportent chez un de ses amis. Et c'est là-bas que se passe le chilling. C'est quoi le chilling? C'est venir consommer du cannabis. D'autres par là consomment le crack. Et en fin de journée, chacun se retrouve à la devanture de l'école et ils attendent les parents pour venir le récupérer comme si de rien n'est fait. Un enfant qui est à l'école pour la maison, vous lui remettez 10 000 francs, 15 000 francs, 20 000 francs pour partir à l'école. S'il vous plaît, de grâce. Donc, ce sont les enfants des parents aisés qui en les enfants des parents aisés sont beaucoup plus impliqués dans la consommation de la drogue au Niger et plus précisément le crack. Puisque le gramme du crack fait 25 à 30 000 francs CFA. Et ce n'est pas à la portée de n'importe qui. Et il y a des gens qui consomment 3 ou 4 grammes, par exemple, par jour. On a eu à interpeller des jeunes filles qui se sont retrouvées dans un hôtel, qui étaient au nombre de 5, 6, 7, et qui ont fugué leur maison pendant plus d'un mois. Donc, ce qui veut dire que la situation, elle est inquiétante, elle est très grave. Les jeunes filles, il faut le dire, sont beaucoup plus impliquées dans la consommation de la drogue au Niger, et plus précisément le crack. Alou Aye, quelles peuvent être aussi les conséquences du trafic de drogue sur le développement d'un pays et sur la société tout entière? Merci. Je pense que Adélie a déjà commencé à ébaucher ses conséquences en termes sociaux ou en termes de développement de notre pays. Comme je l'avais dit au début, la jeunesse constitue en vérité la relève de notre société. C'est sur elle, indéniablement, que le pays doit compter pour son avenir. Mais il faut qu'elle soit une jeunesse en bonne santé, une jeunesse imbue d'un certain nombre de principes et de valeurs, dont le travail bien fait. Mais lorsqu'on se retrouve avec des jeunes qui s'adonnent à la consommation de la drogue, ma foi, on doit s'inquiéter pour le devenir de notre société, pour le devenir de notre communauté et pour le devenir de notre pays. Parce que tout simplement, on ne peut pas construire une nation avec des jeunes qui ne sont pas psychologiquement, intellectuellement prêts à pouvoir prendre cette relève. Or, qu'est-ce que nous sommes en train de constater de plus en plus? Au début, c'était peut-être au niveau du monde rural qu'on trouve quelques cas de consommation, mais aujourd'hui, c'est l'intelligentsia là qui devrait prendre la relève en termes de conception de programme pour ce pays qui s'adonne malheureusement à la prise de la drogue. Comme il a dit, et je me rappelle, il y a 2 ans de cela, j'ai encadré un étudiant qui a
soutenu sur la consommation de la drogue en milieu scolaire et pour lequel nous avons fait une étude terrain. Et je vous assure, les statistiques étaient bouleversantes. C'est extrêmement inquiétant de constater que non seulement il y a beaucoup de jeunes qui s'adonnent, mais mieux, plus de jeunes filles que de jeunes garçons. C'est pourquoi j'ai dit vraiment, nous sommes dans une situation de dépravation poussée de nos mœurs, de nos valeurs. Et tout cela est lié à un laisser-aller des parents, de l'éducation de base. Les parents sont en train de démissionner dans leur rôle régalien, celui d'assurer l'éducation de leurs enfants. On a comme l'impression que c'est le luxe qui permet d'éduquer ton enfant. Non. Donner 15 000, 10 000 francs à un enfant ne l'éduque pas. L'argent n'éduque pas un enfant. Mais c'est le nombre de valeurs que tu seras prêt à lui inculquer. C'est des normes qui vont transformer cet enfant et faire de lui quelqu'un de bien. Et au-delà maintenant des parents, il faudrait comprendre que c'est toute une structure. La famille commence, l'école continue et l'État doit sanctionner. On dit bien, parfois c'est vrai, c'est les enfants des gens qui sont nantis. Même si on les prend, les parents peuvent venir pour donner des cautions, peuvent intervenir pour négocier, arranger des choses. Mais le mal qu'ils sont en train de faire, c'est au-delà de ces enfants-là. Puisqu'ils entraînent les autres avec eux. Voilà, Alou Aye, je reviens vers Adili Tolo. Adili, le sociologue Alou Aye disait tout à l'heure qu'il faut sanctionner. Que disent les lois sur ce trafic de drogue? Au niveau de l'Office central de répression du trafic illicite de stupéfiants au Crétis, nous avons des textes spéciaux. C'est l'ordonnance numéro 99-42 du 23 septembre 1999 relative à la lutte contre la drogue. Et dans ces textes, par rapport à la sanction, les peines, elles sont lourdes. On parle des peines d'emprisonnement allant de 10 à 20 ans, avec des amendes de 1 million qui vont jusqu'à 10 millions ou jusqu'à même 20 millions de francs CFA, y compris la saisie des biens en lien avec l'exercice du trafic. Tout cela, rien que pour décourager les trafiquants. Mais avec tout ça, comme vous l'avez dit, on constate qu'il y a une recrudescence. Voilà. Kofido, que fait donc l'ANTD pour faire face donc à ces fléaux? Bon, au niveau de l'ANLDCDI, nous sommes dans la prévention. Nous sommes beaucoup dans la prévention au niveau des jeunes. Même hier et même ce matin, il y a certaines des équipes qui sont encore sur le terrain au niveau des élèves pour échanger avec eux, pour poser le débat sur la consommation de drogue. Et souvent, nous sommes surpris d'attendre. Il y a des noms de drogues que nous ne connaissions pas et que nous avions au niveau de ces jeunes-là. Parce que c'est un débat qui est quelque part un peu ouvert, où on les donne la possibilité de nous parler un peu de ce qu'ils en connaissent. Et on se rend compte que ces jeunes-là en connaissent peut-être plus que ce que nous n'en connaissions. Parce que souvent, on les demande de nous citer les drogues qui sont consommées dans le contrée, les drogues dont ils ont une fois entendu parler. Alors, ils vous citent des drogues que vous ne connaissez. Et souvent, même, ils vont même vous donner la composition, comment on fait. On prend ce produit et ce produit, on le met ensemble, on a une drogue et qui donne cet effet-là. Donc, si nous continuons toujours à les prendre comme des innocents, machin, non, je crois qu'il faut les responsabiliser. C'est pourquoi nous, l'un de nos messages, c'est de les dire, écoutez, c'est vrai que dans la drogue, il y a du plaisir, parce qu'on est à la recherche du plaisir. Parce que pendant longtemps, les messages de prévention consistaient à dire que la drogue égale la folie, la drogue égale la démence, la drogue égale à ceci, cela, ceci, cela. Et le jeune qui consomme la drogue pour la première fois, il se rend compte qu'il ne devient pas fou à la première consommation. Ou il se rend compte qu'il n'a pas de problème à la première consommation. Qu'au contraire, cette drogue-là lui a aidé à résoudre quelques situations. Nous, notre message, c'est de dire à ces jeunes, c'est vrai, effectivement, il y a du plaisir dans la drogue. Il y a les sensations de bien-être dans la drogue. Mais ces sensations-là sont des sensations mortelles. Quand vous développez une accoutumance, quand vous développez une addiction à la drogue, désormais, ce n'est plus vous qui commandiez. C'est la drogue qui vous commande. Alors,
Est-ce qu'il faut se laisser contrôler par un produit ou il faut contrôler le produit? Pour contrôler le produit, vaut mieux ne même pas y prendre. Tout à l'heure, Adili Toro parlait du crack. Généralement, beaucoup de jeunes filles sont emballées dans cette histoire de consommation du crack parce qu'elles ne savent pas ce que c'est. Personne ne les a jamais parlé du crack. Et un jour, une amie dit, bon, essaye ça voir. Quand vous l'essayez, vous devenez accro. Or, nos messages de prévention, nos messages de sensibilisation doivent consister à présenter le produit. Nous n'allons pas aller dans une classe avec du crack, mais à en parler aux gens. Voilà le crack, voilà comment ça se présente et voilà les effets que vous aviez. Et voilà, si vous consommez le crack, voilà ce à quoi vous vous attendez, ce que vous allez devenir en consommant du crack. Parce que je crois que si on dit à une jeune fille que la dose du crack, voilà, vous faites une projection, vous lui montrez le crack, voilà ce à quoi ça ressemble, voilà comment ça se consomme. Parce que souvent, beaucoup ne connaissent pas le mode de consommation. Et en ne la connaissant pas, un ami à côté de vous est en train de consommer ce produit-là, mais vous ne saviez pas c'est quoi. Il va vous dire, tiens, essaye voir. Voilà. C'est en essayant qu'on devient accro. Merci, voilà. Kofi. Adili Toro, le trafic de drogue est un phénomène à caractère transnational. Donc, le besoin d'aborder le problème au niveau national et international s'avère nécessaire. Alors, quelles sont les dispositions mises en place par l'État face à ce fléau? Les dispositions mises par l'État, elles sont nombreuses, à commencer par même la création du service, qui est l'OCRITIS, l'ouverture des antennes sur l'ensemble du territoire national, au niveau des postes frontaliers, mais aussi au niveau de presque quelques départements du Niger où nous avons constaté que cette consommation de la drogue, elle prend beaucoup plus d'ampleur. Tout à l'heure, malgré l'existence des tests et aussi des nombreuses arrestations, ce phénomène est loin d'être résolu. À quoi est dû cela? C'est ce que je vous ai dit. Il faut tenir compte de la porosité de la frontière. Les produits passent de partout. On ne peut pas contrôler 1 267 000 km². Et il faut tenir aussi compte de la démographie galopante. Il faut tenir compte de l'urbanisation, mais aussi de la situation socio-économique. Et comme l'avait dit le sociologue, il avait aussi évoqué le cas de la recherche du gain facile. Les gens ne vont pas arrêter et à notre niveau, nous allons toujours les poursuivre. Et nous allons continuer à les interpeller et les mettre à la disposition de la justice. Et quelles sont les difficultés auxquelles font face les agents sur le terrain? À notre niveau, moi je vais être sincère avec vous. 80% de nos agents au niveau de l'office passent leur temps sur le terrain du lundi au dimanche. Pas de repos chez nous. 80%, je vous dis. Si vous travaillez aujourd'hui dans l'office, vous allez faire 5-6 mois sans ne pas rencontrer un agent. Pourquoi? Parce qu'il est sur le terrain en train de travailler. Et comme je l'avais dit dès le début, nous sommes partout, présents. Donc, les problèmes, je ne pense pas si on a un problème au niveau de l'office. C'est une structure qui est très bien organisée. On a des responsables qui assurent très bien le management. Donc, nous sommes dans les conditions pour mener à bien notre mission qui est la lutte contre le trafic de drogue et les médicaments contrefaits sur l'ensemble du territoire national. Merci. Alou Aye, comment faire pour mettre fin au trafic de drogue au Niger? Merci. Je pense que il faut, comme on le dit, prendre le mal à sa racine. Et ce problème, comme l'avait ébauché un moment mon collègue, c'est de comprendre que nous sommes dans un monde devenu planétaire et un monde où aujourd'hui les masses médias ont pris de l'ampleur sur toute autre chose. C'est un vecteur certes de socialisation, d'éducation, de formation, mais malheureusement c'est en même temps un vecteur qui crée le désordre. Un vecteur qui donne à l'enfant, ce petit adolescent-là, le monde à sa portée. Aujourd'hui, l'Internet, c'est le monde à la portée de l'enfant.
de ce petit adolescent-là qui n'a pas encore commencé à discerner, qui n'a pas la capacité de faire le distinguo entre le bon et le mal. Or, malheureusement, tous nos jeunes, qu'ils soient scolaires ou en milieu déscolarisé, eh bien, ils sont en contact avec l'Internet. Ils sont en contact avec ce monde-là. Et c'est à travers ce monde qu'ils sont éduqués, qu'ils sont sensibilisés, qu'ils sont en train de découvrir ce que nous ignorons. Et disais tout de suite, ils sont surpris de constater des noms de drogues qu'ils ne maîtrisent pas. C'est normal parce que tous ces jeunes-là, ils passent leur temps à voir ce qui se passe ailleurs. Et ils sont dans des réseaux où l'information circule, où on voit. Or, comme on le dit, la meilleure de pédagogie, c'est celle de l'exemple. Au moment où nous sommes en train de prêcher, leur dire que ça n'est pas bon, ça n'est pas bon, au même moment, ils vont découvrir des jeunes comme eux qui prennent la drogue et qui s'en sortent ailleurs, qui les envoient les images, qui les envoient le fantasme qu'ils sont en train de faire. Pour faire tel ou tel acte de l'adolescence, il faut passer par telle ou telle voie. Eh bien, ces jeunes, c'est tout à fait normal qu'ils s'adonnent malheureusement parce qu'ils ont une influence plus forte que ce que nous sommes en train de faire comme discours. Les médias, il n'y a pas quelque chose qui peut être nuisible, influençable comme les médias, il n'existe pas pour le moment. Par conséquent, si on devrait véritablement revoir les choses, je pense qu'il faudrait qu'on ait une possibilité de contrôler la consommation des médias par nos jeunes. Tant qu'on n'arrive pas à le contrôler, eh bien, soyons-en sûrs, lutter, ce serait très très difficile. Kofido, sur quoi faut-il mettre l'accent pour mettre fin donc, à ce trafic de drogue? Dire qu'on va mettre fin au trafic de drogue, c'est un peu exagéré. On ne peut pas mettre fin au trafic de drogue puisque aujourd'hui, vous trouvez le moyen de les arrêter demain. Le trafiquant va créer un autre moyen de passage. Et Hadili Toro vous en dira, chaque jour, c'est des nouvelles méthodes, c'est des nouveaux moyens de passage. On ne pourra pas mettre fin au trafic de drogue. Je vous disais tout à l'heure que l'humanité a tout le temps vécu avec les drogues. Vous interdisez cette drogue aujourd'hui, l'intelligence humaine développera une autre drogue demain matin. Vous ne pouvez pas empêcher l'usage de drogue à l'humanité. C'est vrai, il y a des drogues licites et des drogues illicites. En tout cas, en ce qui concerne les drogues illicites, l'humanité, l'être humain en créera toujours. Mais ce qu'il faut faire, c'est de mettre l'accent, sur la prévention, et la prévention consiste à prévenir ceux qui ne sont pas encore tombés sous le joug de la consommation, de ne pas en tomber. Maintenant, il y a une grande partie de ces jeunes-là qui sont tombés sous le coup de la consommation, qui sont déjà devenus addicts, comment on appelle, à la drogue. Qu'est-ce qu'il faut faire pour eux? C'est ça le débat. Qu'est-ce qu'il faut faire pour l'usager, celui qui consomme? Qu'est-ce qu'il faut faire pour lui? Est-ce qu'il faut l'envoyer en prison? Moi, j'ai dit non. Il faut le mettre dans un centre de prise en charge. Il faut le soigner. Il faut le soigner pour qu'il devienne un exemple. Dire que l'usage de drogue, même si on peut en sortir. Que ce n'est pas une fatalité, qu'on peut en sortir. Et aujourd'hui, l'État du Niger fournit beaucoup d'efforts. Mais ça reste encore à faire puisque nous ne disposons pas de centres adéquats de prise en charge de l'usage de drogue. En dehors du pavillon E, le pavillon psychiatrique de l'hôpital de Niamey, qui se débat pour faire ce qu'il peut faire avec le peu de moyens qu'il y a. Je crois qu'aujourd'hui, l'État doit créer un centre de prise en charge. Et dans les centres de prise en charge, tels que moi j'en connais, vous trouvez une assistance sociale, une assistance médicale, psychologique, la réinsertion. Et c'est tout un continuum de soins qui est offert dans ces centres de prise en charge. On doit plus mettre l'accent sur la prise en charge, on doit plus mettre l'accent sur la santé publique. Parce que pendant longtemps, l'usage de drogue est considéré comme un problème de sécurité publique. Et puisque c'est un problème de sécurité publique, il faut envoyer les usagers en prison. Mais aujourd'hui, nos États doivent prendre conscience et dire que la question de consommation de drogue est plus une question de santé publique. On doit l'envisager sur l'angle de santé publique. Et si on l'envisageait sur l'angle de santé publique, on va vers les soins, on va vers la prise en charge, on va vers la mise en place des programmes de réduction de risques.
Le Niger a ratifié la Convention unique des Nations Unies sur les stupéfiants de 1961 et la Convention de Vienne de 1971 sur les substances psychotrophes. Ces tests sont renforcés au niveau national par l'ordonnance de 1999 relative à la lutte contre la drogue et un arrêté du ministère de la Santé en 2003. L'État donc a fourni des efforts pour faire face à ce fléau. Monsieur Alouaye, qu'est-ce que vous attendez encore de l'État? Merci. Ce que j'attendrai de l'État, c'est peut-être de renforcer les dispositifs de prévention. Moi, je suis sincèrement gêné de voir sur le média l'image du Niger écorchée par les trafics là. Ça me fait extrêmement mal parce que je sais que nous sommes en train de perdre des qualités. Lorsque on vous donne une étiquette sur le plan international, des pays ici, le Niger, je ne le souhaite véritablement pas, devrait être étiqueté comme Colombie, comme des pays reconnus sur le plan international. Vraiment, ça risquerait de mettre très mal à l'aise l'homme, la personnalité de base des Nigériens. Or, pour ça, je pense qu'on doit mettre tous les moyens pour que ça ne soit pas. Il faut que la lutte contre surtout les trafics soit sans merci. Sans merci. Pour eux, là, il n'y a pas de raison de dire qu'on va créer des centres pour récupération. Mais ceux qui en prennent, surtout nos jeunes, qui sont devenus des véritables consommateurs accros à la chose, pour eux, on peut créer des structures étatiques d'accompagnement afin de pouvoir les réintégrer au niveau de la société. Mais je dis bien, l'État doit augmenter la surveillance. L'État doit augmenter la surveillance pour que l'image du Niger, l'image de l'homme type nigérien moderne, modèle du monstre de la sous-région qu'on connaît, ne soit pas véritablement écorché par ce que nous sommes en train de constater. Adélie Toro, vous êtes responsable communication et formation de l'Office central de répression du trafic illicite de stupéfiants OCRITIS. Quelles sont les mesures préventives mises en place par l'OCRITIS face à ce fléau? Au niveau de l'OCRITIS, dans le cadre des mesures préventives, nous avons déjà commencé la sensibilisation de la jeunesse en milieu scolaire, dans les gares, au niveau des fadas, dans les quartiers aussi. Nous avons mis en place une stratégie de communication avec un plan de communication. Donc, si tout se déroule très bien, nous avons notre caravane mobile de sensibilisation qui va sillonner les établissements se trouvant dans la ville de Niamey, mais aussi à l'intérieur du pays. Et est-ce que vous avez déjà enregistré des résultats encourageants? Les résultats, vous savez, maintenant, il faut d'abord finir pour faire une évaluation et voir ce qui a marché et ce qui n'a pas du tout marché et apporter des corrections. Nous sommes donc à la fin de ce forum sur la recrudescence du trafic de drogue, les causes et les mesures préventives. Nous étions en compagnie de Adélie Toro, responsable communication et formation de l'Office central de répression du trafic illicite de stupéfiants OCRITIS. Kofi Dov, président de l'Association nigérienne de lutte contre la drogue, et Alou Aye est sociologue. Merci donc à nos invités d'avoir répondu à notre invitation. Nos auditeurs ont donc suivi vos interventions. Dans ces interventions, vous avez relevé que l'État du Niger et les organisations non gouvernementales sont à pied d'œuvre pour mettre fin à ce fléau qui gangrène la jeunesse nigérienne et la société tout entière. Donc, la présentation était assurée par Fatih Zakari, la réalisation Mustapha Ayouba et la technique Issa Lawoli.